Chers amis entrepreneurs, chers abonnés, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de la pomme de terre et de sa culture. La pomme de terre est un tubercule comestible produit par l'espèce Solanum tuberosum, appartenant à la famille des Solanacées. Le terme désigne également la plante elle-même, plante herbacée, vivace par ses tubercules, mais toujours cultivée comme une plante annuelle. Elle est une source importante de glucides qui se présente principalement sous forme de fécule et selon son mode de cuisson, elle peut apporter des quantités notables de protéines et de vitamines. Ses qualités nutritives et sa facilité de culture font qu'elle est devenue l'un des aliments de base de l'humanité. Elle figure parmi les légumes et féculents les plus consommés et est la principale denrée alimentaire non céréalière du monde. Cultivée et consommée localement, relativement peu commercialisée sur le marché mondial sous sa forme crue, elle est recommandée par l'ONU pour atteindre la sécurité alimentaire. Il existe de très nombreuses variétés de pommes de terre. On en connaît plusieurs milliers, plus de 10 000 selon certaines estimations. Selon les chiffres officiels de 2010, il y en avait 1294 inscrites au catalogue communautaire européen et 192 au catalogue officiel français qui se répartissent en deux groupes. D'une part, les cultivars modernes, répandus dans tous les pays du monde où la pomme de terre est cultivée. D'autre part, les variétés indigènes. Il y a au moins une centaine actuellement disponibles dans le commerce. Elles se distinguent par plusieurs critères qui sont leur aspect, leur saveur, leur rendement, leur résistance aux maladies, leur aptitude à la conservation, mais aussi leur précocité. Nous allons vous en citer quelques-unes dans cette vidéo. Commençons par les variétés précoces. Les variétés de pommes de terre les plus précoces se récoltent dès la fin mai, début juin, dans les régions à climat doux. Vous devrez les consommer rapidement après la récolte, car elles se conservent moins bien que des variétés plus tardives. Nous avons par exemple Rosabelle, une variété à gros tubercules, à la peau rose et à la chair jaune. Polyvalente, elle est cuisinée aussi bien en frites que rissolée ou à la vapeur. La variété Anaïs, une variété produisant peu de tubercules mais de grande taille. La chair est tendre et de couleur jaune. Il s'agit également d'une variété polyvalente, culinairement parlant. Il y a la variété Amandine, une variété allongée, à chair jaune pâle et ferme, précoce. Elle s'apprécie cuite à la vapeur ou à l'eau ou sautée. Ensuite, nous avons les variétés semi-précoces. Les variétés semi-précoces prennent le relais en fin juillet. Il y a par exemple la variété aubaine, dont la peau et la chair sont jaune clair, fermes et fondantes. Polyvalente, elle est cuisinée au four, rissolée, en purée, en frites ou en salade. La variété BF15 a la peau jaune clair et de forme très allongée. On la cuisine en gratin ou en rissolé. Il y a la variété Mona Lisa, une variété semi-précoce de bon rendement, peu sensible aux maladies, à consommer en salade ou en rissolé. Il y a la variété Miss Blush, à la forme très ronde avec des taches roses très nombreuses par pied récolté. Cette variété est idéale pour une cuisson à la vapeur. Finalement, nous avons les variétés semi-tardives qui succèdent aux variétés semi-précoces à la fin du mois d'août et les variétés tardives ferment la saison en fin septembre. Il y a par exemple la fleur bleue, une variété qui se distingue par sa couleur bleue qui reste très homogène après cuisson. Elle a des tubercules allongés et nombreux, de forme plus régulière et plus résistante aux maladies.
On la cuisine en gratin, en chips ou en purée. Il y a la variété Challenger, une variété rustique et tardive qui n'a pas besoin de beaucoup d'eau et qui a un gros rendement. Challenger résiste bien à la gale commune avec des tubercules nombreux de forme ovale, allongée, à peau et chair jaune pâle. Elle est cuisinée en frites ou au gratin. Voilà les différents types de variétés que nous pouvons vous citer dans cette vidéo. Parlons maintenant des types de sols. La pomme de terre est une plante qui réussit dans la plupart des sols, mais elle préfère les sols légers et légèrement acides. La plante est sujette aux maladies dans des sols calcaires ou manquant d'humus. La pomme de terre apprécie un sol drainé, profond et riche. Privilégiez une exposition ensoleillée ou partiellement ombragée. La durée de végétation étant en moyenne de 140 jours, pour se développer rapidement, la pomme de terre doit être plantée dans un sol se réchauffant bien, ayant un pH proche de 6, donc sans excès d'argile ni de calcaire et drainant facilement. Ce sol doit pouvoir être aisément ameubli en profondeur et posséder une bonne réserve en eau pour assurer le développement harmonieux des tubercules. Pour toutes ces raisons, on préfère planter dans des sols sains et épierrés, de texture équilibrée, idéalement un sol sablo-argilo-limoneux avec au moins 18 à 20% d'argile et bien pourvu en humus. Le travail du sol commence avec un labour suivi de plusieurs désherbages. La pomme de terre est généralement cultivée sous une butte dans une terre finement ameublée. Pour tubériser, c'est-à-dire former des tubercules, la pomme de terre a besoin d'obscurité. Le butage, en apportant de l'obscurité aux rameaux souterrains, favorise donc l'augmentation du nombre de tubercules. Il a aussi pour but de couvrir les tubercules pour éviter leur verdissement au soleil, verdissement qui les rend toxiques par production de solanine. Creusez des trous de 10 à 15 cm de profondeur tous les 30 cm. Séparez les lignes de 60 cm. Mettez le tubercule au fond, germe vers le haut. Rebouchez, tassez et arrosez. Lorsque les plantes atteignent 25 cm de haut, butez-les. La température du sol doit être d'au moins 8 degrés C. Pour faire germer les pommes de terre avant la plantation, opérez en février-mars en les plaçant dans un local bien éclairé, non chauffé. Plantez entre fin mars et début mai pour les variétés précoces et entre fin mars et mi-avril pour les variétés tardives. La culture doit être fertilisée. La pomme de terre est une plante exigeante en éléments minéraux, principalement en potasse. Les exportations moyennes sont estimées pour une tonne de tubercules à 6 kg de potasse, 3,2 kg d'azote, 1,6 kg de phosphore, 0,4 kg de magnésium et 30 kg de calcium et de soufre. Les fans mobilisent également des quantités notables de potasse, calcium et magnésium. La fertilisation fait appel à des engrais organiques tels que le fumier, le compost et l'engrais vert, utiles pour améliorer la structure du sol et qui sont apportés avant la culture pour permettre leur minéralisation. Le complément en engrais minéraux est calculé en fonction des objectifs de rendement et du type de culture, c'est-à-dire que ça dépend si la culture est pour la production des plantes ou bien si vous visez à produire des pommes de terre de conservation, des primeurs ou bien pour la féculerie, ainsi que des variétés cultivées et du précédent cultural et donc notamment du reliquat azoté. Potasse et phosphore sont généralement apportés en engrais de fond lors de la préparation du sol. L'apport azoté peut être fractionné, une partie sous forme ammoniacale à la plantation et une partie au butage sous forme nitrique ou uréique.
cette dernière forme pouvant être pulvérisée et combinée avec un traitement fongicide. L'apport d'azote est indispensable pour assurer le grossissement des tubercules, mais favorise aussi le développement de la végétation au détriment de la tubérisation en cas d'excès. L'excès d'azote est aussi un facteur négatif pour la qualité des tubercules, avec d'une part le risque de dépasser la norme pour la teneur en nitrate et d'autre part une teneur plus élevée en sucre réducteur qui entraîne le risque de brunissement à la fructure. Entretenez régulièrement votre butage. Arrosez régulièrement pour maintenir un sol assez frais, mais sans mouiller le feuillage. Stoppez les arrosages lorsque le feuillage est sec afin d'éviter que le tubercule pourrisse. Paillez pour maintenir la fraîcheur et éviter la pousse des adventices. Les pommes de terre sont reproduites de manière végétative à partir de tubercules, entiers ou coupés, parfois appelés pommes de terre de semence, qui sont souvent cultivées spécialement à cet effet. Ils doivent être maintenus au stade physiologique adéquat pour permettre une levée rapide, éventuellement après une pré-germination. L'utilisation de tubercules certifiés est recommandée pour obtenir de meilleurs résultats, la certification permettant de garantir l'identité variétale et la qualité sanitaire. La densité de plantation peut varier de 150 000 à 300 000 tiges par hectare. Le nombre de tiges émises par un plant variant selon son calibre et son âge physiologique. Les densités plus faibles permettent d'obtenir une récolte de calibre moyen plus élevé. La récolte. Les tubercules se récoltent à maturité complète, lorsque le feuillage commence à se faner pour les pommes de terre de conservation, mais avant maturité pour les pommes de terre de primeur qui de ce fait ne se conservent pas. Après élimination des tubercules blessés, la récolte est conservée dans un local aéré, sec et à l'abri de la lumière. La première opération est le défanage, c'est-à-dire la destruction des feuilles et tiges qui se fait lorsque les tubercules ont atteint la grosseur voulue, en principe 2 à 3 semaines avant la récolte. Ça peut se faire par diverses méthodes mécaniques ou chimiques. Cette opération indispensable présente aussi l'intérêt de limiter la contamination des tubercules par le mildiou ou certaines maladies virales transmises par les pucerons. Dans la suite de cette vidéo, nous allons parler de certaines de ces maladies et aussi des ravageurs des pommes de terre. La pomme de terre peut être la cible de nombreuses maladies, plus de 200 causées par différents agents pathogènes que sont les champignons, les bactéries, les virus, les mycoplasmes ou nématodes et qui peuvent toucher tant les cultures que les tubercules en conservation. La maladie la plus importante dans le monde est sans conteste le mildiou, dû au Phytophthora infestans, un oomycète, une classe de micro-organismes considérés autrefois comme appartenant à la classe des champignons. Cette maladie continue de causer des dégâts dans toutes les régions où les conditions d'environnement lui sont favorables, c'est-à-dire régions qui ont une humidité relative supérieure à 90%
et des températures comprises entre 10 et 25 degrés C. Lorsque les conditions favorables à la maladie sont réunies, elles peuvent détruire toutes les parties aériennes des plantes en moins d'une semaine. La lutte reposait traditionnellement sur l'emploi massif de fongicides peu efficaces du fait de l'appartenance de Phytophthora à la classe des omycètes. On estime à 4 milliards d'euros le coût annuel induit par le mildiou de la pomme de terre au niveau mondial. Une autre maladie importante, en particulier dans les plaines tropicales, est la pourriture brune due à une bactérie appelée Gram négative du nom scientifique Ralstonia solanacearum. Parmi les autres maladies cryptogamiques et bactériennes ayant une importance économique variable, on peut citer le rhizoctone brun, la dartrose, la gangrène de la pomme de terre, la fusariose, la gale argentée, la gale poudreuse, la gale verruqueuse et la gale commune. La maladie virale la plus importante est la maladie des taches annulaires nécrotiques causée par le virus Y de la pomme de terre. Les tubercules peuvent également être sujets à des maladies physiologiques dont le cœur noir et le cœur creux qui les rendent impropres à la commercialisation. Ces maladies sont induites par des troubles de croissance liés notamment aux variations climatiques ou à des conditions de stockage inadaptées. Cette situation contraint les agriculteurs à recourir à des stratégies de lutte complexes qui comprennent notamment l'utilisation des plants certifiés, indemnes de pathogènes, même si l'utilisation des plants fermiers, c'est-à-dire les rataplants, qui ne sont rien d'autre que des pommes de terre issues de la récolte précédente, est tolérée. Cette méthode de lutte est d'une efficacité très variable en fonction des maladies, le genre des omycètes étant capable de résister dans le sol d'une génération à l'autre. Après la maladie, ou plutôt en plus des maladies, nous avons également les ravageurs des pommes de terre. De nombreuses espèces animales attaquent soit les plants de pommes de terre, soit les tubercules en conservation, les plus nuisibles appartenant à la classe des insectes et à l'embranchement des nématodes. Parmi les autres groupes de ravageurs de la pomme de terre, on peut citer les mollusques, par exemple la petite limace grise, les myriapodes, les acariens, dont le tétranyque tisserand est l'acarien des racines, et certains mammifères qui sont des rongeurs comme les mulots, par exemple le Microtus californicus. Ces espèces sont plus ou moins spécialisées, certaines ayant une prédilection pour les parties aériennes, d'autres pour les parties souterraines. Le doryphore, insecte très prolifique de l'ordre des coléoptères, est le principal ravageur de la pomme de terre dans l'hémisphère nord. Ces larves, qui vivent 3 semaines, peuvent anéantir le feuillage des plantes. Les adultes dévorent aussi les feuilles. Ensuite, nous avons la teille de la pomme de terre qui est un petit papillon de 10 à 15 mm d'envergure présent dans toutes les régions tropicales et subtropicales. Ces chenilles mineuses creusent leurs galeries dans les tiges ou le limbe des feuilles et surtout dans les tubercules qu'elles rendent impropres à la vente et qu'elles attaquent aussi en période de stockage. Parmi les autres insectes prédateurs de la pomme de terre figurent l'altise de la pomme de terre, la cicadelle des grillus de la vigne, le hanneton commun, la noctuelle des moissons, la punaise verte des pousses, les taupins et divers pucerons. Le puceron vert du pêcher, espèce très ubiquiste, le puceron vert rose de la pomme de terre, le puceron noir de la fève, le puceron de la digitale. Les pucerons sont plus redoutables comme vecteurs de diverses viroses que pour les dégâts directs aux cultures. Les méthodes de lutte.
Comme méthode de lutte, on peut essayer l'insertion d'agents de lutte biologiques tels que les larves d'insectes, par exemple de chrysopes ou de coccinelles. L'association de la culture avec d'autres plantes telles que le lin, par exemple, qui repousse les doryphores. On peut également essayer la rotation de culture et ne pas cultiver le même légume sur la même parcelle plusieurs années de suite. Les pommes de terre récoltées à pleine maturation peuvent se conserver jusqu'à 10 ou 12 mois.